bonsoir à tous. Donc, je suis Carole Crépeau, je suis déléguée à la section MGN de Nantes. Et donc, je représente la MGN ce soir pour vous proposer cette conférence de prévention. Alors, cette conférence, elle est proposée aux adhérents MGN des Pays de la Loire, de la Bretagne et aussi aux adhérents extramétropolitains, donc les adhérents MGN qui sont à l'étranger. Donc, nous avions 683 personnes inscrites. Ce soir, nous sommes pour le moment 148 personnes de connectées. Donc, bienvenue à tous. Donc, cette conférence, elle vous est proposée par MGN. MGN, donc une mutuelle qui gère la sécurité sociale de différents fonctionnaires et également une complémentaire santé. Ah, je vois bonjour de la Polynésie. Super. Donc, la MGN organise de protection sociale, mais je profite de ce moment pour vous rappeler que la MGN est aussi engagée au-delà de la protection sociale dans des actions dans le champ de la santé, puisqu'il existe aussi des établissements de santé MGN qui viennent compléter les établissements de santé publics en France, donc des EHPAD MGN, des centres hospitaliers MGN. Et puis, la MGN s'investit aussi dans le champ de la prévention santé, en proposant des actions de prévention comme des visioconférences. Cette année, nous avons proposé aux adhérents des conférences sur le lien entre le sport et la santé mentale, des conférences sur l'endométriose, la ménopause, sur les AVC, etc. Donc, chaque année, on essaie de proposer des conférences à nos adhérents. Donc, ce soir, on vous propose une conférence en lien avec le numérique responsable, qui est un sujet d'actualité aujourd'hui. Et notre partenaire pour cette conférence, ce sera l'Institut du numérique responsable. Donc, ce partenaire, on ne l'a pas choisi par hasard, puisque la MGN, cette année, a signé une charte avec l'association de l'INR, l'Institut du numérique responsable, pour commencer à développer une réflexion sur nos pratiques en tant qu'entreprise et sensibiliser tous les collaborateurs à l'usage du numérique et puis voilà, réinterroger nos pratiques pour aller vers des pratiques de plus en plus vertueuses. Donc cette charte qui vient d'être signée va nous permettre d'engager un travail à ce niveau-là. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous aurons comme intervenant Vincent Courboulet, qui est cofondateur de l'INR et qui est également enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle et qui est aussi auteur de livres. Et il a notamment écrit une BD qui s'appelle Le poids du clic, donc je vous la montre. Et on proposera donc un petit quiz en fin de conférence. Donc soyez bien à l'écoute et les plus rapides aux questions pourront gagner une BD Le poids du clic de Vincent Courboulet. Elle est très facile à lire, très rapide. Je l'ai lu et c'est plutôt intéressant. Et il y a aussi un aspect comique, si je peux dire ça. Voilà, donc je termine en vous présentant donc, le plan de cette conférence. Donc, elle va durer à peu près 40 minutes au niveau de la présentation par Vincent Courboulet. Ensuite, il y aura 10 minutes de questions. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le fil de discussion et à la fin, j'essaierai de les synthétiser du mieux possible pour que Vincent puisse y répondre pendant les 10 minutes suite à la conférence. Et ensuite, 5 minutes pour le petit quiz final et les 3 BD à gagner. Voilà, donc je pense avoir dit l'essentiel. N'hésitez pas à utiliser le fil de discussion si besoin. Et puis, je reviendrai vers vous donc à la fin de la conférence. Merci. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un vrai plaisir pour moi, en tant qu'adhérent à MGEN, d'être là ce soir et puis de pouvoir évoquer le sujet. Donc, effectivement, on va partir sur 40 minutes pour vous présenter un petit peu le numérique responsable et les différents enjeux et quelques leviers. Donc effectivement, ce qui a été dit, merci beaucoup de la présentation. Moi, je suis enseignant-chercheur en informatique à La Rochelle Université et je suis cofondateur de l'Institut du numérique responsable. Alors, ne vous jetez pas chez votre libraire préféré pour acheter la BD. Le format BD n'existe pas, à part pour les adhérents de l'INR. Par contre, c'est une BD qui a été publiée dans le trimestriel La Revue dessinée. Ça, c'est juste pour info.
Le sujet dont on va parler aujourd'hui est un sujet qui intéresse à la fois les citoyens, les organisations, les États, mais également de plus en plus d'organisations, puisque par exemple les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont décidé de déployer une politique numérique responsable, eux aussi. Alors, la présentation que je vais faire ce soir, elle va être pas très gaie pour commencer, puis après on finira par voir un petit peu les actions, mais de façon à essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce que moins envoyer de mails n'est pas la panacée. Je vais essayer de positionner finalement le sujet dans une globalité, dans une vision plus globale, et je vais d'abord présenter deux confrontations. Une confrontation d'un monde qui est en fin de cycle, et dans le même temps l'émergence d'un monde nouveau depuis une trentaine d'années. Alors déjà, c'est pas à vous que je vais apprendre que nous sommes aujourd'hui dans une situation potentiellement dans une situation qui est juste catastrophique, et ça sur toute une série d'indicateurs, que ce soit par exemple les émissions de gaz à effet de serre qui sont en augmentation constante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Hein. On va continuer à augmenter les émissions de gaz à effet de serre pendant encore quelques années, hélas, avant de stabiliser pour, on l'espère, diminuer rapidement et drastiquement pour essayer de respecter les accords de Paris, mais vraiment rien n'est gagné. Hein. Donc ça, c'est une vision très climatique, mais il y a une vision qui est aussi beaucoup plus globale et systémique, qui nous a été donnée il y a déjà, et il faut bien en être conscient, plus de 50 ans. Il y a déjà plus de 50 ans que l'ensemble des décideurs mondiaux, mais aussi le grand public, disposent d'un modèle qui s'appelle le modèle World 3, mais à la limite peu importe. C'est un modèle qui a été présenté dans le cadre du travail qui s'appelle les limites de la croissance, qui a été publié en 1972 et régulièrement mis à jour depuis, qui annonce depuis 50 ans que toute une série d'indicateurs vont cesser de croître pour rentrer dans une phase d'une certaine violence systémique pour finalement aller enfin vers le fameux monde d'après. Depuis 50 ans, on sait que l'espérance de vie va commencer à décroître dans les années 2020-2030. L'industrie va s'effondrer, la population va diminuer, les ressources vont commencer à diminuer et pour encore 10 ou 15 ans, la pollution augmenter. Tout ça, on le sait. Tout ça, on le sait, c'est modélisé, c'est mathématisé. La loi des grands nombres fait que globalement, on sait qu'on va aller vers cette dynamique. Alors évidemment, la question est de dire, finalement, si on le sait, pourquoi agir ? La question du pourquoi agir, elle est fondamentale. Déjà, elle est fondamentale pour soi, elle est fondamentale pour faire partie de la solution, elle est fondamentale aussi pour réduire cette période d'incertitude et réduire la violence de la crise. Donc, globalement, on sait qu'on va vers une sortie de piste, une sortie de route. La question est, est-ce qu'on continue à avoir le pied sur l'accélérateur, sachant que la sortie de route va être d'autant plus violente qu'on reste le pied sur l'accélérateur. Mais on sait quand même qu'on va aller vers une sortie de route qui va nous préparer au monde d'après. Donc ça déjà, c'est une vraie première réinformation, puisque tout le monde le sait déjà, mais de façon globale et systémique, on va vivre la fin d'un cycle. Ça, c'était une vision qui était globalisée, derrière laquelle on peut toujours se cacher en disant « Ah oui, mais c'est pas notre faute, c'est les méchants chinois, c'est les méchants indiens, c'est les méchants américains, c'est les méchants qataris, etc. etc. » Ouais, ok, très bien. Il n'empêche que nous, là-dedans, on a une contribution non négligeable. Cette contribution, elle peut être quantifiée aujourd'hui à peu près un peu moins de 10 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an et par citoyen. Le fait de vivre, de travailler, de se déplacer, de manger, d'acheter, d'avoir des vacances, des loisirs, de la santé, tout ça aujourd'hui a par personne, en moyenne, une empreinte d'un peu moins de 9 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, 9 tonnes, ça ne veut pas dire grand-chose, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il y a quelques indicateurs qui peuvent nous aider à mieux comprendre. C'est finalement, il faudrait être à combien ? On sait qu'on est en surpoids, mais est-ce qu'on est un petit surpoids ou en situation d'obésité ?
aujourd'hui, par rapport aux 8 milliards d'habitants qu'on est sur cette planète depuis déjà quelques jours, semaines, on doit aller pour que la planète et les écosystèmes soient capables d'absorber autant d'émissions de gaz à effet de serre que ce qu'on émet, et donc arrêter d'envoyer des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on doit passer à 2 tonnes. Donc vous voyez que la marche est haute. Donc il faut agir à tous les niveaux pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, entre autres. Et donc on se retrouve aujourd'hui devant une injonction à peu près quotidienne, matin, midi et soir, de développement durable, d'achat du bio, d'ouverture, de recyclage, d'économie circulaire, d'éthique, de citoyenneté, d'écologie. Cette injonction au développement durable est aujourd'hui une constante sociale. Et dans le même temps, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que dans le même temps, et depuis 30 ans, le numérique est un nouveau monde. C'est un petit peu comme si, il y a 30 ans, un Christophe Colomb moderne avait découvert un nouveau continent qui s'appelle le numérique. Et depuis 30 ans, ce continent se colonise. Aujourd'hui, on est à plus de 5 milliards d'habitants du monde numérique. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes vous-même habitant de ce monde numérique. Donc 5 milliards d'habitants, vous voyez, c'est quand même beaucoup. Et on pourrait se dire, oui, mais bon, il n'y en a que 8 milliards, donc ça va se stagner. Oui, sauf que le problème, c'est que ce monde numérique n'est pas peuplé que de gens comme vous et moi, mais aussi de votre montre numérique, de mon écran, de tablette, de votre Thermomix, de votre voiture connectée, de votre chien connecté, de votre avion connecté, bref, de tous les équipements connectés qui peuplent cet écosystème numérique et qui donc, finalement, le peuple de plus en plus. S'il y a 2000 ans, tous les chemins menaient à Rome, aujourd'hui, il faut aussi des chemins pour s'occuper de finalement mener l'ensemble des données que nous transportons. Je vois qu'on a un ou une amie de Polynésie. Et ben voilà, il faut qu'aujourd'hui, ma voix, transformée en une série de 0 et de 1, traverse la planète pour aller en Polynésie et parler du numérique responsable. Et ça utilise des fibres optiques. Il y en a aujourd'hui plus de 1 200 000 km qui, majoritairement, sont des voies de circulation privées. Donc vous voyez, c'est des espèces d'autoroutes à péage. Pour l'instant, le citoyen ne paie pas, mais on voit quand même toutes les problématiques de l'accès à la donnée, de la liberté de la circulation de la donnée. Donc ce monde colonisé, équipé de voies de communication, est aussi équipé finalement de nouveaux dieux, une espèce de ciment de société, de nouveaux acteurs qui nous disent non pas ce qui est légal ou ce qui n'est pas légal, mais ce qui est bien ou mal. Si demain vous voulez afficher un tableau de l'origine du monde, en France, vous avez parfaitement le droit. Si vous voulez le coller sur votre voiture ou si vous voulez le montrer à l'école, vous avez le droit. Ouais, voilà. Je me permets en même temps de lire un petit peu les commentaires, effectivement, les marquises. Donc voilà, si vous voulez montrer des tableaux de femmes nues, des marquises, les célèbres, vous avez le droit en France. Vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous les mettez sur Facebook, vous êtes quasiment et automatiquement excommunié de la communauté Facebook. Donc vous voyez qu'il y a une notion de bien et de mal qui existe dans ce monde numérique et qui est assez problématique. Et on pourrait croire d'avoir une vision très occidentale des choses avec les GAFAM, que vous connaissez, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que de l'autre côté de la planète, vous avez les mêmes acteurs qui sont les Batix, les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei, qui sont des acteurs chinois, mais qui ont à peu près le même périmètre et le même pouvoir. Pour info, les 10 tonnes de gaz à effet de serre, c'est par citoyen français. On est vraiment sur du citoyen français. Les Australiens sont 5 fois plus impactants. Et puis après, voilà, c'est clairement de façon assez surprenante, assez corrélé au niveau de vie. C'est bizarre comme concept.
Derrière, c'est du nouveau Dieu. On peut dire qu'il y a des nouvelles messes. Alors, excusez-moi, je tire la métaphore, hein, mais il y a des nouvelles messes. Et aujourd'hui, en 2021 ou 2022, bah, il se passe en 1 minute sur Internet des chiffres qui sont vertigineux. En 1 minute sur Internet, on a plus de 700 000 heures de vidéos Netflix, donc autant Disney+, et etc. 500 heures de vidéos sont téléversées sur YouTube toutes les minutes. Toutes les minutes, on rajoute 500 heures de vidéos sur YouTube. Il y a des millions de swipes, des milliards de mails qui sont envoyés par jour. Donc on est à presque 200 millions par minute. On est à 5000 téléchargements TikTok. Bref, on est sur une ébriété, puisqu'on parle souvent de sobriété, mais là-dessus, on est plutôt sur une ébriété des usages numériques. Si vous avez des nouvelles messes, à l'opposé, vous avez aussi beaucoup de violence. Et je vais vous montrer un site que je trouve très beau, mais qui en fait représente les cyberattaques en temps réel au travers de la planète. Donc là, ce que vous voyez, c'est un éditeur d'antivirus qui note, comptabilise et référence l'ensemble des cyberattaques de la planète. Donc c'est assez... vous voyez qu'en fait, il y a des guerres globalement absolument partout sur la planète. Donc on est véritablement sur un écosystème numérique qui est très similaire, hélas, à la réalité, hein, c'est-à-dire beaucoup de violence et beaucoup d'agression. Voilà. Et tout ça, est-ce qu'on pourrait se demander si finalement, demain, on arrive un peu à la limite en disant, bon ben oui, c'est une crise de croissance, mais ça va se calmer. Il faut quand même être conscient que derrière les quelques jours qui s'annoncent, les quelques semaines, on est toujours dans une ébriété des usages. Par exemple, hein, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle absolument partout. Mais quand vous parlez à, je ne sais pas si vous avez une enceinte connectée ou si vous voulez demain parler à un ordinateur, un robot ou que sais-je, l'entraînement, juste apprendre à un service, à un seul service, à vous comprendre, peut émettre autant d'émissions de gaz à effet de serre qu'1 million de kilomètres en voiture. Apprendre à un service à vous comprendre peut émettre autant d'émissions de gaz à effet de serre qu'1 million de kilomètres en voiture. On est sur des chiffres hallucinants. Pourquoi ? Parce que pour apprendre à un service à vous comprendre, il faut des dizaines, voire des centaines d'heures de calcul sur des milliards de données pendant des heures et des heures et des jours et des semaines. Dans le même temps, on rajoute de plus en plus de couches de télécommunications. Vous avez évidemment, on a tous vécu le déploiement de la 5G avec cette fameuse phrase de on ne veut pas retourner à la lampe à l'huile ou à pétrole, et voilà, je ne veux pas devenir un pays d'Amish, hein, on a tous entendu ça. Aujourd'hui, quand on pose la question à des opérateurs de pourquoi ils ont déployé la 5G, leur réponse, globalement, c'est parce que. Voilà, elle s'arrête là. Il n'y a pas eu de coupure, hein, je vous rassure, mais la réponse à ces questions, c'est parce que, voilà, parce qu'il fallait. Et la 5G est un prérequis, est un préalable à ce qui va nous arriver à la fin des années 2020, qui va être donc le déploiement de la 6G, qui est déjà prévu pour la fin des années 2020. Donc vous voyez, l'impact, le déploiement du numérique, de ce nouveau monde numérique, n'est pas prêt de s'arrêter. Et donc, on se retrouve tous les jours devant une nouvelle injonction. Alors c'est la transformation digitale, les enjeux digitaux, la numérisation des sociétés, la digitalisation, l'économie, le web, la solution, tout ça, en fait, on l'entend aussi tous les jours. Il faut numériser parce que c'est la solution, c'est l'alpha et l'oméga d'une économie, d'un emploi, de bonheur presque. Donc, on est effectivement aujourd'hui
de façon peut-être beaucoup moins argumentée, on est confronté à cette nouvelle injonction. Le problème, c'est que quand on creuse un peu le sujet et quand on va finalement derrière ces annonces un peu mirobolantes, un peu sexy, qu'est-ce qui se passe derrière ce rideau du numérique? Eh bien, il se passe qu'aujourd'hui, le numérique, on l'estime à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous allez me dire, par rapport aux 40% du transport, c'est pas grand-chose. Ouais, ok, par rapport aux 20% de l'alimentation, c'est pas grand-chose. Ouais. Mais dans un monde où on doit passer on doit aller vers une neutralité carbone et où on doit diminuer les impacts, depuis 30 ans, on déploie 4% des émissions de gaz à effet de serre en plus. Alors, j'entends déjà un certain nombre de critiques, à juste titre, qui disent « oui, mais ça permet quand même d'en éviter ». Par exemple, la personne des Marquises ne va pas prendre l'avion pour venir à Nantes assister à ma conférence, et je n'ai pas eu besoin de prendre la voiture pour venir à Nantes pour assister à ma conférence. Certes, et ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle ces effets indirects sont difficilement quantifiables. Par contre, ce qui est quantifiable, c'est qu'aujourd'hui, le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. En France, on est à peu près sur 2,5%. Mais les gaz à effet de serre ne sont pas tout. Par exemple, sur d'autres types d'indicateurs, que ce soit l'énergie, l'épuisement des ressources, on est à peu près sur 3 fois la consommation de la France. Eh bien, bonjour des Grandes Canaries. Donc, on est sur 3 fois. Oui, ne vous inquiétez pas, je lis en même temps les commentaires et le chat. Donc voilà, on est sur 3 fois le pays comme la France. Ça veut dire que depuis 30 ans, en fait, le continent qu'on est en train de coloniser, ben c'est 3 fois la France. Tout à l'heure, je vous ai donné des informations qui étaient globales, et puis je vous ai dit, oui, mais moi, ça représente quoi là-dedans? Eh bien aujourd'hui, c'est intéressant de voir que si on ajoute la consommation pro plus la consommation perso, alors si vous êtes une personne qui est très faiblement utilisatrice de numérique, qui passez votre temps à aller au contact des gens pour les aider ou passer votre semaine à pêcher, peu importe votre activité, mais si elle n'est pas numérique, évidemment, ce chiffre est peut-être surestimé. Mais si vous êtes un travailleur qui passait votre journée devant un ordinateur ou pas loin, ben aujourd'hui, l'impact du numérique annuel, perso plus pro, il est à peu près de 450 kg d'émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que sur les 2 tonnes, qui est notre crédit carbone, il y en a déjà un quart qui est pris par la 5G. Et Michel, je suis tout à fait d'accord avec vous. Avant de lancer la 6G, il faudrait effectivement avoir de la 4G pour tout le monde. Vous avez tout à fait raison. Par contre, ce que je trouve intéressant dans votre commentaire, c'est que 30% du territoire français n'est pas couvert en 4G, certes, mais la question c'est de savoir est-ce que c'est important de couvrir le territoire ou les citoyens. Mais ça, on pourra éventuellement en discuter plus tard. Bref, toujours est-il que dans le cadre des impacts, on voit que le numérique a des impacts importants. Derrière ces impacts, il n'y a pas que des émissions de gaz à effet de serre. Il faut être conscient qu'il y a un vrai enjeu aussi qui est celui de l'épuisement des ressources. L'or, le tantal, le tungstène, le cobalt, le lithium, dont on ouvre une mine dans le Massif central cette année. Tout ça, c'est des choses qu'on a énormément de mal à récupérer. Donc, si vous êtes en face de votre ordinateur, d'un ordinateur, je crois qu'il pèse 2 kg, comme le mien en face de moi, là, il pèse 2 kg. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour fabriquer cet ordinateur, il faut extraire plus de 800 kg de ressources, dont 200 kg d'énergie fossile, pétrole, etc., mais 600 kg de minéraux pour fabriquer cet ordinateur, sans compter les milliers de litres d'eau douce. Donc, vous voyez aujourd'hui, un ordinateur, c'est effectivement un usage intéressant. C'est potentiellement des mails. Oh là là, oui, c'est vrai que c'est pas cool d'envoyer des mails. Mais par rapport aux 200 kg d'énergie fossile, aux 800 kg de ressources, honnêtement, l'enjeu, il est plutôt ici. Alors, qui est fautif? Parce que depuis tout à l'heure, je parle de numérique au sens large.
Et là, vous pourriez vous dire, oui, mais bon, mon petit ordinateur ou mon petit téléphone, il ne va pas être trop problématique. Ok, j'entends. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, on est 5 milliards d'utilisateurs. Et on aurait tendance à croire que, ah ouais, mais c'est les gros méchants data centers, vous savez, les centres de données, ces espèces de hangars où il y a des centaines d'ordinateurs. Mais en fait, quand on regarde la part d'impact, on est sur 15% à peine des impacts environnementaux liés au data center. Ah ok, alors c'est peut-être la 5G, la 6G, les fibres optiques, les satellites. Non, à peine 20%. En fait, ce qui va impacter le côté environnemental du numérique, c'est les milliards de petites gouttes d'eau qui sont nos terminaux, nos ordinateurs, nos téléphones, nos box, nos télés, nos consoles de jeux, nos enceintes connectées, nos frigos connectés, etc., etc. C'est les milliards de petits équipements qu'on gère mal, qu'on répare mal, qu'on change dès qu'il y a une promotion. Enfin, j'exagère, attention. Mais dès que le Black Friday nous dit « Ah, regardez, achetez un nouveau téléphone, vous allez voir, c'est génial », effectivement, toutes ces milliards de contributions contribuent aux 2/3 des impacts du numérique. Là, j'ai parlé principalement d'impacts environnementaux, mais bien évidemment, derrière, il existe des impacts sociaux. Quand on regarde les impacts des travailleurs dans des mines, les impacts des propriétaires expropriés, l'utilisation de l'eau, le monopole de l'eau utilisé pour telle ou telle industrie versus l'agriculture, etc. Quand on voit l'état des fabricants, des conditions de fabrication des équipements numériques, là c'est exceptionnel, mais il y a une grève dans une usine qui fabrique les iPhones. C'est exceptionnel, mais voilà, les conditions sont vraiment celles de l'esclavage moderne. Et puis une fois que ces équipements arrivent chez nous, eh bien, vous avez des problématiques liées au harcèlement, à l'électronisme, à la fracture numérique, vous avez des problèmes liés à l'accessibilité, vous avez des problèmes liés à la représentation des genres, à la pornographie en ligne, etc. etc. Et comme si ça ne c'était pas suffisant, il y a derrière la gestion de ce qu'on appelle les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, dont de nombreux impacts environnementaux et sociaux. Alors, est-ce que par exemple, la conclusion, c'est de dire, bah ok, il faut faire son choix, transition numérique ou développement durable, parce que de toute façon, les deux ne sont pas compatibles. On parle d'injonctions inconciliables, d'injonctions contradictoires. Est-ce que la transition numérique est compatible avec le développement durable? Alors, avant de dire oui, non, peut-être seulement s'il pleut ou d'autres réponses un peu clés en main, mais forcément fausses, déjà, la première des choses à faire, c'est d'avoir une évaluation de l'empreinte environnementale de qui on est. Donc, on ne le fait pas tout de suite, hein, mais je vous donne, comme vous aurez le replay, vous aurez la présentation, vous pourrez aller sur un site qui va vous permettre de calculer vous-même votre propre impact de votre usage du numérique. Donc, équipement, web, cloud, email, déplacement pro, et vous aurez un tableau qui va vous permettre d'avoir une idée de votre impact. Donc ça, déjà, c'est important, c'est être capable de se mesurer. Ensuite, je ne sais pas qui vous représentez, mais si vous voulez aussi embarquer votre organisation, vous avez la possibilité gratuitement de faire le test assez rapidement avec 7 ou 8 questions, de savoir finalement quelle est votre contribution au niveau de l'organisation, en fonction de la typologie de votre organisation. Donc ça aussi, c'est un petit outil qui va vous permettre de le mesurer. Et une fois que vous aurez mesuré, ben vous pourrez vous dire, bon ben ok, maintenant que j'ai compris les problématiques, maintenant que j'ai été capable de les mesurer, je fais quoi? Eh ben, je fais quoi en fait? C'est j'essaye de considérer le problème dans sa globalité, j'essaye de considérer le numérique pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire à la fois un remède, mais aussi un poison, le fameux pharmacon. Effectivement, aujourd'hui, le fait d'avoir cette visio, le fait de pouvoir apprendre, lire, pas lire, pardon, apprendre, échanger, acheter,
savoir si votre libraire a votre livre sans se déplacer. Voilà, pouvoir lui envoyer un petit mail en disant tiens, est-ce que tu peux me commander ce livre-là? Tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont utiles grâce au numérique. Mais par contre, effectivement, il faut avoir une idée de ces enjeux planétaires, mondiaux, systémiques, environnementaux, sociaux du déploiement du numérique dans la société. Donc il faut essayer d'aborder ce qu'on appelle une notion, il faut déployer ce qu'on appelle un numérique responsable. Alors le numérique responsable, c'est ce qu'on appelle un outil de réconciliation. C'est à la fois être conscient qu'il faut améliorer l'empreinte économique, sociale et environnementale du numérique, mais aussi parce qu'il est solution, utiliser le numérique pour réduire l'empreinte économique, sociale et environnementale d'autres processus. Et là encore, on est 202 participants. Vous imaginez bien que si on avait dû déplacer tous ces gens-là, ça aurait été des dizaines de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors Migui, je peux vous le donner, je vous le donnerai tout à l'heure dans le chat, mais de toute façon, vous l'aurez dans le replay. Ah, vous n'avez pas de vidéo. Je donnerai à Carole le PDF. Alors, justement, qu'est-ce que c'est que le numérique responsable? Le numérique responsable, c'est déjà une façon de penser qui n'est pas de dire il ne faut pas envoyer de mail, ou c'est que le numérique, ou c'est que le social. En fait, le numérique responsable, c'est une approche globale, avec des enjeux forts de limitation de l'impact de la consommation, de faire un numérique accessible, inclusif et durable, un numérique éthique, et on s'est pas mal posé la question de l'utilisation de Zoom, par exemple, pour cette visio. Est-ce qu'il y a un transfert des données, par exemple? Et là, on est sur des notions, voilà, la vie privée, le RGPD, etc. Donc tout ça, c'est des questions qu'on peut et qu'on doit se poser. Mais outre ce côté environnemental, social et éthique, il y a aussi le côté résilience des organisations, le fait de pouvoir traverser les 5, 10, 15 ans qui nous restent, qu'on va traverser et qui vont être des années de profonde mutation. Le numérique peut nous aider à traverser ces années-là. Et puis, le numérique peut aussi faire émerger des nouveaux comportements et des nouvelles valeurs. Cette fois-ci, on espère plutôt positif dans le sens, par exemple, du collaboratif, de la contribution, etc., etc. Donc, vous voyez que le numérique, c'est les 5 piliers. Juste pour info, tout à l'heure, Carole vous a dit que la MGEN avait signé la charte du numérique responsable. En fait, ces éléments, ces 5 piliers, vous les retrouvez dans la charte du numérique responsable, et ce sont les 5 piliers que la MGEN s'est engagée à travailler: environnement, accessibilité, éthique, résilience et valeurs. Et vous trouverez l'ensemble des éléments sur le site que je viens de vous diffuser. Voilà. Vous avez tous les éléments ici nécessaires pour mieux appréhender la charte que la MGEN vient de signer. Alors, est-ce qu'on est capable finalement de savoir sur quel pied danser, finalement, par quoi commencer? La fameuse question de souvent, ah, mais je commence par quoi? Alors déjà, effectivement, la première étape, on est un certain nombre à penser que la première étape passe par une compréhension de la problématique. Ensuite, une mesure, et seulement après vient l'étape de décision. Alors évidemment, vous pouvez commencer toujours à agir, hein, mais si vous voulez organiser votre approche, il faut d'abord comprendre où sont les principaux enjeux, être capable de mesurer un peu d'où on part et où est-ce qu'on veut arriver pour après décider. Partir bille en tête en disant « Ah, ben c'est bon, je supprime mes mails, c'est bon, j'aurais fait le job », c'est une erreur parce que c'est une compréhension partielle du problème et surtout une absence totale de mesure. Et puis derrière, après, effectivement, éviter et réduire, qui sont des choses plutôt classiques. Alors, si vous voulez quelque chose d'un peu plus concret, je vous propose de respecter les 5 heures. Et là, vous allez véritablement avoir entre les mains
des actions concrètes et surtout, disons, entre guillemets, d'abord la plus efficace pour aller après vers des un petit peu moins efficaces. Mais d'abord, la première des choses que vous devez faire pour être numérique responsable, c'est de ne pas acheter du neuf. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, 70 à 80% de l'empreinte environnementale d'un équipement numérique se situe à la fabrication de l'équipement. C'est-à-dire que vous avez beau vous avez beau limiter l'envoi de mails, vous n'agissez que sur 0,0 et quelques pourcents du problème global. La vraie bonne action numérique responsable à faire, c'est de garder votre équipement. Là, par contre, il faut être très clair, étant donné que l'empreinte environnementale de du numérique se situe à l'achat d'équipements neufs, montres connectées, écran, ordi, Thermomix connecté, tout ce que vous voulez, neuf, l'achat du neuf est le principal problème. Donc, n'achetez pas du neuf. Ensuite, réduisez vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'un écran de 1,50 m de diamètre? Parce que vous ne pouvez pas en avoir un de 90. Donc, réduire ses besoins, c'est important. Réutiliser ce qui peut l'être, et là, on rentre dans l'économie circulaire, le rachat du reconditionné, réparer, et au bout du bout, recycler correctement. Ces 5 R sont fondamentaux. Audio, PowerPoint, pas de visage, c'est normal, j'ai coupé ma caméra pour être numérique responsable. Et puis, si jamais vous déployez vous-même des services numériques, faire en sorte que ces services soient utiles, utilisables et utilisés. Alors, les actions possibles, et je vais rentrer un peu plus dans le détail. Si vous êtes une organisation, là, vous avez les étapes de mise en œuvre les plus pertinentes dans le cadre d'un déploiement d'une politique d'amélioration continue autour du numérique. La première des choses, c'est de sensibiliser les décideurs. Ça, c'est quelque chose, si vous n'avez pas l'accord des décideurs, si vous n'avez pas la compréhension des décideurs, vous allez vous épuiser pour rien. Ensuite, un truc classique, vous allez avoir besoin d'un monsieur ou d'un madame numérique responsable. Et une fois que vous avez ce monsieur ou ce madame numérique responsable, vous rentrez dans un processus d'amélioration continue classique, évaluation, formation, définir des objectifs, établir un plan d'action, communiquer, financer, mettre en œuvre. Ça, on est plutôt sur une vision stratégique. Si vous êtes dans des organisations, alors je ne sais pas qui vous représentez, il y a 200 personnes, donc voilà, mais en fonction de vos périmètres, vous allez pouvoir décider de dire, bon ben, allez, moi je vais regarder combien vont consommer mes équipements pour être capable de parler concrètement de finalement ce que ça consomme. Si jamais vous êtes responsable des achats, ben, en application de la loi AGEC, vous allez dire, ben, ouais, ok, je vais plutôt favoriser l'achat du matériel reconditionné. Si vous êtes plutôt à essayer de vouloir faire des actions concrètes dans votre organisation, vous allez peut-être dire, allez, le 3e semaine de mars, je vais organiser un Digital Cleanup Day, c'est-à-dire une espèce d'opération de nettoyons nos données. C'est gratuit, c'est plutôt festif, et ça permet, avec toute une série d'équipements, d'outils, de fiches, de bonnes pratiques, de posters, d'organiser un événement festif qui va permettre la prise en compte de ces agents, de l'impact du numérique. Après, vous allez pouvoir aussi dire, ben non, ça ne sert à rien d'imprimer systématiquement en mode recto simple en couleur. Je vais mettre du recto verso. Par défaut, je vais mettre du recto verso noir, mode brouillon. Il y a plein de trucs comme ça qu'on peut faire. On n'est pas obligé de dire au bout de 3 ans, je change systématiquement le matériel pour allonger la durée de vie. On peut généraliser le papier recyclé. On peut aller un peu plus loin que ce webinaire et former les agents ou les personnes au numérique, aux impacts du numérique. Et puis, on peut aussi récupérer les déchets, ou on peut tout simplement éteindre ces matériels et ces équipements la nuit, ou alors
par exemple, baisser la luminosité de ces écrans. Derrière tout ça, il y a des outils aujourd'hui qui existent. Alors, il y a des outils, moi par exemple, voilà, on est à l'origine d'un... Hop, je vous montre. Voilà, on est à l'origine d'une formation en ligne. Alors oui, former aux impacts du numérique et déployer une formation en ligne, c'est effectivement un petit peu problématique. Mais voilà, on a assumé le fait d'aujourd'hui de former, de former gratuitement en français et en anglais, de proposer des formations en ligne gratuites. Il y a des outils de mesure et puis il y a la loi aussi qui peut nous aider à ça. Et puis, il y a d'autres choses, voilà, obsolescence programmée, vous avez un guide des bonnes pratiques, un guide d'éco-conception, voilà, vous avez plein de choses intéressantes. Éteindre le matériel, mais quid du téléphone? En fait, le téléphone, sur sa durée de vie, consomme très très peu d'énergie. Et par contre, ce qui est intéressant, si je reprends juste cette question du téléphone, puisque c'est une action pratique, il vous suffit peut-être de ne pas le charger à 100% la nuit, mais de le charger dans la journée, et une fois que vous avez atteint 80%, vous le débranchez. Tout ça, c'est des petits tips qui peuvent vous y aider. Alors, sur Fun, France Université Numérique, vous avez un autre MOOC qui est proposé par l'INRIA, qui est peut-être un petit peu plus technique, scientifique, et qui va peut-être plus loin. Celui dont je vous parle sur le site de l'académie dont je suis à l'origine est un MOOC peut-être un peu plus introductif et un petit peu plus centré sur l'organisation. Donc les deux se complètent bien. Voilà. Ensuite, vous avez quelques liens qui peuvent être intéressants. Donc derrière tous ces enjeux, tous ces impacts, toutes ces premières actions, ce qu'il faut toujours se demander, c'est finalement, perdu pour perdu, est-ce que ça vaut la peine d'agir? Oui, ça vaut la peine d'agir pour participer à la réduction des impacts environnementaux, pour permettre une plus grande inclusion sociale, sociétale, un meilleur service rendu, une meilleure communication, une réduction des coûts, des leviers d'innovation. Il y a dans une organisation à peu près que de l'intérêt à déployer du numérique responsable. Ça, c'est pour une organisation. Pour une équipe, clairement, ça permet de mettre toutes les personnes de l'équipe dans une même direction, les achats, la gestion des déchets, les techs, les développeurs, la stratégie, la formation, l'énergie. Tout ça, ça permet les achats. Tout ça, ça permet de mettre, de faire comprendre avec des mêmes valeurs que tout le monde a son rôle à jouer dans une vision numérique responsable. Et puis, de façon beaucoup plus personnelle, si vous travaillez dans le numérique, je sais pas que évidemment c'est pas peut-être tout le monde est là, mais ça permet à un moment donné peut-être de redonner un peu de sens quand on travaille dans le numérique. Et moi, il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est le concept d'ikigai, qui est un concept japonais, qui en fait permet de se réaligner. On aime tous faire des choses, on est tous doués pour faire des choses, et puis on est payé pour faire des choses. Et puis, à un moment donné, le monde a besoin aussi de choses. Et les 20 ou 30 dernières années nous ont peut-être un petit peu éloignés de ce dont le monde avait besoin. Et finalement, le monde se rappelle assez violemment à nous en disant les gars, les filles, je pense que vous avez déconné grave. Peut-être que dans le cadre de votre travail, ce serait peut-être bien d'intégrer, de réintégrer ce dont le monde a besoin pour avoir un peu un réalignement. Donc voilà, c'était aujourd'hui en 40 minutes, 40 minutes, j'ai tenu les délais. Une vision, alors peut-être un peu pessimiste, mais clairement porteuse d'espoir, puisqu'en fait, globalement, un peu comme le monde d'après, on doit le préparer dès aujourd'hui, finalement, le monde numérique d'après, on doit aussi tous y contribuer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Carole, je te relaisse la main pour voir s'il y a des questions. Bien. Merci Vincent, c'était très fluide. Moi, j'ai apprécié le diaporama qui n'est pas trop chargé, donc ça permet de suivre assez facilement. Donc, merci pour votre intervention. Au niveau du fil de discussion, donc j'ai relevé quatre
4 thématiques, on va dire. Donc, il y a une discussion qui s'est engagée autour de l'obsolescence programmée et notamment quand vous parliez du fait de ne... Alors, attendez. Oui, les applications, voilà, les applications qui ne vont pas forcément s'installer si on garde l'ancien modèle du téléphone ou de l'ordinateur. Donc ça, cette question a été soulevée et comment concilier ça avec l'obsolescence programmée? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'obsolescence programmée, une obsolescence programmée, c'est quelque chose d'illégal. C'est-à-dire qu'on programme volontairement quelque chose pour que ça fonctionne moins bien à un certain moment. Là, ce dont on parle, ce n'est absolument pas d'obsolescence programmée. Il faut bien être conscient que ce dont on parle, c'est d'une économie de personnes, d'organisations qui améliorent systématiquement et de façon régulière leurs services. Et dans le même temps, le matériel qu'on utilise, lui, ne s'améliore pas. Donc c'est ce décalage progressif qui fait qu'à un moment donné, on va avoir une incompatibilité. Ce n'est pas programmé. Il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a des services qui deviennent de plus en plus lourds, obèses et qui nécessitent toujours de plus en plus de ressources, voire de nouvelles versions, et un matériel qui ne peut pas supporter ou qui n'est pas maintenu. Donc ça, c'est déjà important à savoir. Honnêtement, là-dessus, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Par contre, il y a des gens qui sont capables de vous aider à réparer vos équipements s'ils tombent en panne, mais à un moment donné, il faut aussi être très... il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai besoin de ce service-là? Je ne peux pas le mettre à jour, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, quelqu'un a fait cette remarque dans le fil de discussion. Voilà, se poser la question de l'utilité d'avoir la dernière version de certaines applications et en comparant aussi avec les modèles de voitures, est-ce que j'ai besoin d'acheter forcément le dernier modèle sorti, etc. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. J'ai un pote qui est venu me voir, il me dit, écoute, j'ai un Huawei et je suis chez, je ne sais plus, telle banque, sauf que l'application a été mise à jour sur la banque et Huawei, sur le store Huawei, c'est pas à jour. Donc en fait, il me demande de mettre à jour une application, mais cette application n'est pas disponible sur le store Huawei. Le problème, c'est que moi, j'ai besoin de faire des achats par Internet avec mon téléphone et je suis bloqué. Et bien en fait, ils ont résolu le problème simplement en passant un coup de fil. Ils ont appelé le Crédit Agricole. Il s'est déplacé à sa banque et sa banque lui a expliqué comment y arriver. Donc il faut de temps en temps essayer de passer un peu outre cette réticence de dire oh, bah, c'est compliqué, j'y vais pas. Première chose. Deuxième chose, si c'est pas possible, voir si j'ai encore besoin de ça. Et quand bien même il y a une vraie mise à jour sur laquelle j'ai pas le choix, il faut que je la fasse, du coup je dois changer mon matériel, je vous le dis, privilégiez toujours du matériel reconditionné. Il y a aujourd'hui des tas d'acteurs qui proposent du matériel reconditionné dans l'économie sociale et solidaire. Franchement, il vaut mieux acheter du matériel à des boîtes qui essayent de remettre des gens dans le circuit de l'emploi. C'est en plus un acte militant. Et puisque vous êtes la MGEN, vous savez ce que c'est que le militantisme. Mais voilà, on est sur un acte militant aujourd'hui d'acheter du reconditionné qui vient de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, il y a peut-être des choses à creuser. Et puis surtout, si à un moment donné, il n'y a pas de solution, c'est pas grave. À un moment donné, c'est pas grave. Je veux dire, il y a d'autres situations plus problématiques que la mise à jour de mon ordinateur ou de mon téléphone. Donc voilà, faut faire attention. Et pas non plus tout dramatiser. Merci. On avait également une personne qui redemandait le site pour calculer l'impact numérique. Alors, je ne sais pas si vous avez remis le lien. Ouais. Alors, il y a celui-là. Oui, il y avait 2 sites. Ouais, il y avait celui-là. 2 liens. Je le mets dans le chat. Hop. Celui-là, voilà. Et puis il y a celui-là aussi qui est plutôt pour les organisations. Voilà. On a aussi... Oui, allez-y. Non, je dis c'est fait. C'est bon ? Ça y est. Merci. Il y a une remarque aussi sur le télétravail.
et le fait que certaines structures, du coup, équipent individuellement leurs agents pour que le télétravail puisse se développer à domicile. Donc, on avait l'exemple du conseil départemental qui a équipé les professionnels en ordinateur portable et en Android. Donc Ouais. voilà, c'était cet exemple qui était situé aussi. Eh bien oui, eh ben là on est sur le principe de réalité qui est de dire je suis une organisation, j'ai 500 personnes à gérer. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai la main-d'œuvre nécessaire pour gérer du cas par cas? La réponse, globalement et à peu près de façon systématique, est non. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais rien? Ou est-ce qu'à un moment donné, je me dis, bah, tant pis, j'équipe tout le monde parce que de toute façon, je ne peux pas gérer. La question, à un moment donné, il faut aussi se mettre de la place des décideurs. Moi, je me mets des fois à la place des gens qui gèrent les services informatiques. Et quand ils ont vu arriver la loi qui obligeait à 20% d'équipements reconditionnés, je veux dire, il y en a les trois quarts qui se sont mis qui ont fait un micro commun. Parce que déjà que c'est compliqué de gérer une flotte cohérente d'équipements, si en plus vous mettez là-dedans de l'hétérogénéité liée au reconditionné, les gens qui travaillent dans les DSI vont juste exploser. Donc il n'y a pas de solution simple. Quand au niveau du numérique, vous entendez Yaka ou Faucon, clairement, fuyez. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, et c'est ce que j'ai essayé de vous dire avec ce graphique, c'est qu'il ne faut pas limiter la vision d'une problématique à un type d'impact. Effectivement, si vous voulez réduire le plus possible votre impact, ben, vous ne faites rien. Mais si vous commencez à vous poser des questions sur l'accessibilité, sur la résilience des organisations, sur la responsabilité, l'éthique, la cybersécurité, là, vous commencez à complexifier le problème et les choix sont plus difficiles à mener. Donc, vraiment, le complexe n'est pas simple. Alors, je vois Migi qui met toute l'action sociale, soit 1000 personnes équipées. Si c'est une action sociale, ils auraient dû respecter la loi Rennes qui impose 20% d'équipements reconditionnés. La loi AGEC, pardon, l'article de loi de la loi AGEC, l'article 53 ou 58 qui oblige à 20% de recondition. Ça, c'est évident. Eh bien non, eh bien c'est une problématique d'ordre législatif. On est vraiment sur un vrai problème législatif, mais la loi AGEC, reconditionné, je vais vous montrer ce qu'il faut bien retenir. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, hop, tac. La loi AGEC impose 20% de matériel reconditionné et recyclé dans tous les équipements publics. Voilà, donc ça c'est, je peux éventuellement hop, vous le poser, mais voilà, il y a la loi qui est plus là pour vous, hein, aussi, c'est quelque chose de potentiellement important. Alors, je vois qu'il est 19h25. Je vous propose de passer au petit quiz. Si jamais certaines personnes n'ont pas eu assez d'éléments de réponse au niveau de leurs questions, il est possible de me recontacter via l'adresse mail boîte prévention sur laquelle je vous ai envoyé le lien. Et je pourrais me faire le relais avec Vincent pour répondre aux personnes Avec qui n'ont plaisir. pas eu toutes leurs réponses. Et puis, je vous propose donc de participer au petit quiz. Alors, je vais vous poser 3 questions et vous allez pouvoir répondre via le fil de discussion avec la réponse A, B ou C, ou peut-être parfois de bonnes réponses possibles. Et puis ensuite, Bastien va identifier les premières réponses pour identifier les 3 vainqueurs du petit jeu. Voilà, Alors, juste pour dire que je vais à chaque fois séparer chaque question par, comme je viens de faire dans le fil de discussion, pour pouvoir mieux repérer la personne qui a répondu le plus vite. très bien. Alors, je cherche. Alors, juste, on répond quoi? Je me permets, Alors, hein, on oui. répond quoi? On répond 1, A, 2, 3, B 4, ou C. A, B ou C, d'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, à vos claviers, je vais poser la question. Dès que vous avez là où les réponses, vous notez A, B ou C. Quelle est la 18e décimale du nombre pi? Non, pas du tout. Je laisse Carole reprendre la même. Alors, première question. En juin 2022, MGEN a signé avec l'Institut du numérique responsable. A.
un chèque de subvention. B, un manifeste pour le recyclage numérique. C, la charte du numérique responsable. Hop, je crois que c'est bon. Donc, on a... alors moi, perso, j'aurais bien aimé que ce soit la A, hein, mais bon, je crois que... Forcément, chèque de subvention. Ouais. Alors, on a une majorité de réponses pour le C. Donc, c'était bien ça, la charte du numérique responsable, avec les 5 engagements qui ont été cités par Vincent. Je profite pour rajouter une information. Donc, pendant le mois de l'ESS, on a commencé justement à sensibiliser les salariés à cette question. On a profité du mois de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, pour démarrer notre réflexion sur l'usage du numérique. Alors, question numéro 2. En moyenne, combien d'emails sont envoyés par jour en France? En moyenne, combien d'emails sont envoyés par jour en France? Réponse A, une dizaine par habitant, soit 670 millions d'emails. Réponse B, 1,4 milliard d'emails par jour en France. Réponse C, autant qu'il y a de courriers envoyés par pigeon voyageur. Alors, on voit que la majorité donne la réponse B. Donc, c'était bien la bonne réponse. Donc, chaque jour en France, environ 1,4 milliard d'emails sont envoyés. On va passer à la troisième et dernière question. Alors, c'est un sujet qu'on n'a pas spécialement abordé, mais ça va permettre du coup de développer cette thématique. Alors, surfer responsable, c'est. Je répète, donc surfer responsable, c'est. Réponse A, surfer à Saint-Malo plutôt qu'à Sydney. Réponse B, pour les sites où nous nous connectons régulièrement, utilisez des marque-pages ou favoris plutôt que de rechercher les sites à chaque fois via un moteur de recherche. Réponse C, limiter sa consommation de vidéos. Ah, bravo, je vois qu'il y en a qui ont perçu la double réponse. Et honnêtement, Carole, je pense même qu'on pourrait inclure la première. Oui, si on est dans le double sens, on pourrait mettre la première. C'est vrai, c'est pas faux. Donc, les deux réponses, donc c'était la réponse B. Quand on va régulièrement sur un site internet, le site de sa banque, le site de la MGEN, etc. Donc, au lieu de passer par un moteur de recherche, utiliser l'onglet des favoris ou des marque-pages, ça permet de moins consommer. Et puis, les vidéos également, quand cela est possible, limiter sa consommation de vidéos sur Internet. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention, merci également pour les remarques. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai trouvé que c'était simple et clair et très accessible. Donc, merci Vincent. Merci à vous. Je me déplace en Polynésie, évidemment, pour faire la même conférence, il n'y a pas de souci. Non, je ne prends pas le moins possible. Évidemment. Voilà, eh bien, je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée.